Avant d'être dans le top 20 des sites les plus visités au monde, de brasser 500 millions chaque année et être au centre de l'un des plus gros scandales de l'histoire, bah Pornhub en 2007 c'est ça. Un endroit qui regroupe des milliers de liens vers du contenu pour adultes hébergés sur d'autres sites. Mais ce modèle a un problème majeur, car le site ne génère aucun revenu. Et non seulement il ne gagne pas d'argent car il renvoie les utilisateurs sur des plateformes concurrentes, mais en plus ils n'ont aucun format qui leur appartient. C'est comme un passant à qui tu te demandes ton chemin, il t'indique la route et disparaît à jamais. Sauf que tout va changer pour les 3 fondateurs lorsqu'ils vont tomber sur cette vidéo. Alright, so here we are, one of the elephants. Cette vidéo anodine en apparence est en réalité l'une des plus grosses révolutions d'Internet. Avec ses 347 millions de vues, elle est la toute première vidéo postée sur YouTube et va venir bousculer la façon de consommer du contenu. À l'époque, on regarde surtout la télé et on lit des blogs, mais maintenant, on peut voir des vidéos surtout en illimité et sans contrainte. Mais une chose manque à YouTube. Certes, il y a des vidéos divertissantes, des tutos, des let's play, mais une catégorie n'y est pas, le contenu X. En voyant cette opportunité, PH décide de tout changer pour devenir le numéro 1. Dans un premier temps, ils vont totalement repenser l'interface pour stocker eux-mêmes le contenu. Non seulement avec cette solution, ils vont pouvoir garder les utilisateurs sur la plateforme, mais en plus, ils vont contrôler la monétisation du site et devenir enfin rentable. Et la stratégie est simple, copier-coller YouTube en passant du design au modèle freemium. La barre de recherche, elle y est, les tendances, ça y est aussi, pouvoir uploader les vidéos, bingo! Le bouton like, dislike, on le retrouve aussi. Sauf que pour faire fonctionner la plateforme, PH va se heurter à un gros problème, l'effet de réseau. Si tu ne connais pas ce paradoxe, c'est celui qui a failli tuer PH, mais qui lui permet aujourd'hui de dominer le monde du X. Pour mieux comprendre l'effet de réseau, l'exemple le plus marquant reste Airbnb. Si elle est devenue la référence dans le monde de la location de vacances, c'est uniquement grâce à sa base d'utilisateurs démentiels. En fait, plus il y a d'autres qui proposent des logements, plus les voyageurs sont attirés par les plateformes. Et plus il y a de voyageurs, plus les propriétaires sont incités à mettre leurs biens en location. Cela crée un cercle vertueux, mais uniquement si on arrive à attirer assez de monde. Pour Pornhub, c'est le défi qu'ils vont devoir relever. Comment attirer du monde si on n'a pas de contenu à proposer? Et comment attirer le contenu si on n'a personne qui utilise notre service? En réfléchissant à la question, l'entreprise va utiliser une faille juridique qui va tout changer. Et cette brèche, ils vont la trouver dans la loi DMCA. C'est l'une des réglementations les plus connues sur les droits d'auteur qui permet de protéger l'œuvre numérique d'une personne contre les piratages. Alors dans la théorie, c'est très bien, sauf qu'à l'époque, le système de détection est très limité, et si on ne se rend pas compte qu'un contenu a été volé, on peut continuer de l'utiliser en toute illégalité. Résultat, des millions de vidéos piratées s'ajoutent sur le site. En l'espace de quelques mois, PH devient l'une des plus grosses bibliothèques de contenu pour adultes au monde. Est-ce illégal? Oui, totalement. Mais est-ce que les sanctions sont assez importantes pour les dissuader? Absolument pas. Car dans le pire des cas, ils n'ont qu'à retirer la vidéo sur les millions déjà présentes sur le site. Avec cette stratégie, ils vont attirer rapidement de nombreux utilisateurs qui vont commencer eux-mêmes à poster du contenu sur la plateforme en échange d'une partie des revenus publicitaires. Si tu ne le sais pas, lorsque tu postes une vidéo sur YouTube, tu touches entre 40 et 50% du revenu et le reste revient à la société. PH décide de faire exactement pareil pour développer encore plus son catalogue. Je t'ai pas menti en te disant qu'ils copiaient leurs moindres faits et gestes. Sauf que tu t'en doutes, ils ne sont pas les seuls, et à cette époque, un antagoniste de taille se dresse face à eux. Certes, ils apportent de la nouveauté dans cette industrie, mais un roi reste incontesté dans ce secteur, Vivid Entertainment. Et quand je parle d'un roi, le mot est faible. À ce moment-là, ils roulent littéralement sur le monde du X sans pitié. Pour te dire à quel point ils sont puissants, chaque année, ils gagnent 150 millions de dollars avec seulement quelques films. Car avant Internet, le contenu pour adultes était majoritairement partagé sur des cassettes et DVD. Plus précisément, tu te rendais dans un vidéoclub qui proposait à la location des films plutôt olé olé. Et comme tu t'en doutes, Vivid était le leader du marché, avec des budgets pharaoniques, des contrats d'exclusivité sur les plus grandes actrices et l'un des plus gros studios d'enregistrement. Mais l'arrivée de cette nouvelle ère bouleverse complètement les règles du jeu. Car ces vidéos piratées et cette nouvelle manière de consommer du contenu X ne plaît pas du tout à l'entreprise. D'un côté, on a des dépenses colossales pour produire un film pour adultes une fois par mois, quand de l'autre, des milliers de vidéos gratuites sortent chaque jour pour les consommateurs. Malgré leur force de frappe, l'entreprise a tout tenté pour résister, en passant par des campagnes judiciaires agressives, des partenariats exclusifs et même une refonte de son modèle économique, mais rien n'y fait. Vivid a vu ses ventes chuter face à une concurrence féroce pour finalement tomber de son trône au profit des nouvelles tendances. Même si la place du leader est vacante, plusieurs sites se battent pour récupérer la couronne
et avoir la plus grosse part du gâteau. Parmi eux, on retrouve Xhamster, RedTube, YouPorn, Xvideo et notre fameux PH. C'est avec l'idée en tête de devenir le leader incontesté que Pornhub va débuter une stratégie sans merci. Dans un premier temps, ils reprennent le concept de Vivid en créant leur propre studio de production avec Brazzer, qui va leur permettre de diversifier leurs revenus en mettant en place une formule premium pour avoir un accès à du contenu exclusif. Ensuite, le coup de maître pour PH va être de tout miser sur le référencement du site. Pour ceux qui ne savent pas, l'objectif de cette pratique consiste à être sur le premier résultat lorsque tu fais une recherche sur Google. C'est indispensable pour exister en ligne et en plus c'est gratuit. Avec cette idée en tête, la plateforme veut devenir le numéro 1 sur les moteurs de recherche. Sachant que la première position peut parfois absorber jusqu'à 80% du trafic, on comprend rapidement l'objectif de la plateforme. Sauf qu'à l'époque, non seulement le référencement est peu connu, mais en plus il est extrêmement simple de l'utiliser à son avantage. C'est comme ça qu'ils vont transformer les titres de vidéos en suite de mots-clés, ajouter des catégories spécifiques et coder le site afin de faciliter son référencement. Et quelques mois plus tard, c'est gagné. PH domine Google sur toutes les recherches populaires liées à son industrie. À ce moment-là, on est en 2009. Et c'est le jackpot pour Matt Keiser, Stéphane Manos et Wissam Youssef, qui commencent à brasser des millions chaque mois grâce à la publicité et leur abonnement mensuel. Mais très vite, la parano s'installe chez les trois fondateurs. Certains disent voir des vannes les suivre toute la journée. Ils pensent être sur écoute et ils diront même que le gouvernement a saisi 9 millions de dollars sur leur compte bancaire. En même temps, pour leur défense, ils viennent de prendre la tête du secteur le plus controversé au monde, avec des personnes fortement influentes dans les plus grandes mafias qui veulent probablement leur peau. Sauf que la pression devient tellement importante que Wissam Youssef décide de quitter la direction qui a trop peur des représailles, suivi par la suite de ses associés qui vont revendre l'entreprise. On est en 2010 et Fabian Tillman décide de racheter le site Noir et Orange pour la modique somme de 140 millions de dollars. Dis-toi qu'à ce moment-là, l'entreprise vaut plus cher que Airbnb. Et ce Fabian, il ne sort pas de n'importe où. Avant de racheter PH, il avait mis au point le logiciel Nats, qui permettait de suivre en détail l'affiliation, notamment sur les sites pour adultes, qu'il a revendu pour plusieurs millions de dollars. C'est avec cette expérience du milieu et la puissance du frappe du site que Fabian va vouloir aller plus loin et créer l'empire le plus puissant de cette industrie. Ah, lui, les SUV qui te traquent, la mafia ou l'espionnage, bah ça le fait pas peur. Tout ce qu'il veut, c'est une seule chose, développer un mastodon par tous les moyens. Pour réussir, il va créer MindGeek. Et sa première opération va être de sortir la version mobile du site. Et même si le smartphone est encore précoce à l'époque, c'est probablement l'une des meilleures stratégies quand on voit que 90% des utilisateurs du site passent par un téléphone en 2025. En fait, on se rend compte que PH a toujours été avant-gardiste, non seulement pour s'inspirer de YouTube, mais aussi tout miser sur le référencement afin de se faire connaître et être l'une des toutes premières plateformes à devenir compatible pour les smartphones. Sauf que ce n'est pas assez pour la soif d'argent de Fabian qui veut aller encore plus loin. Pour lui, avoir le site numéro 1 ne suffit toujours pas. Il faut dominer par tous les moyens et devenir intouchable. C'est avec cette vision qu'il décide de faire des rachats massifs d'autres sites comme YouPorn, RedTube ou le studio Brazzer. À l'époque, ils sont les concurrents directs les plus sérieux à PH et ils attirent des millions d'utilisateurs chaque mois. Alors plutôt que de lutter contre la concurrence, Pornhub décide de tous les racheter pour contrôler 90% du secteur et devenir intouchable. Car il est pas bête, Tillman, il voit clairement le mode qu'il peut créer avec ces gens de l'industrie. En résumé, c'est un terme compliqué pour dire que son avantage concurrentiel est tellement important que presque aucun concurrent ne va pouvoir rattraper l'entreprise. Pour te donner un exemple, Google a le plus gros moat sur cette terre. Non seulement ils attirent près de 90% des recherches mondiales, leurs serveurs placés aux quatre coins du globe coûtent des milliards, et en plus les annonceurs n'ont que des inconvénients à partir de Google. Avec cette opération, c'est officiel. Fabian contrôle les plateformes les plus influentes et sa stratégie de management et de croissance est tellement puissante que ses revenus explosent littéralement. Mais une question va fortement intriguer ses concurrents et les acteurs du milieu. Il sort d'où tout cet argent, ce Fabian? Car comment il peut racheter à tour de bras toute l'industrie alors qu'il est censé ne plus avoir de capital? Certes, il avait vendu son entreprise d'affiliation, sauf qu'il a déjà tout dépensé dans le rachat de Pornhub. Et c'est comme ça qu'on a découvert l'épée Damoclès qui était au-dessus de lui avec un crédit de 362 millions de dollars sur sa tête. Alors oui, jusqu'ici, rien de bizarre. Une entreprise qui veut se développer doit emprunter de l'argent. Parfois, beaucoup d'argent. Mais d'habitude, on doit de l'argent à une banque. Sauf qu'ici, tu te doutes qu'aucun groupe ne veut entacher son image en prêtant un site très borderline. Jusqu'à ce que deux banquiers haut placés vont voir la poule aux œufs d'or passer devant eux sans pouvoir investir. En voyant cette opportunité, ils décident secrètement de créer un fonds séparé de la banque pour investir uniquement dans PH
et éviter de ternir leur image. Grâce à cette manœuvre, Tillman emprunte de l'argent facilement. Mais le prix à payer est lourd et va signer le début de sa perte. Quand un prêt traditionnel te coûte environ 5% d'intérêt. Ici, on était dans une toute autre dimension. Pour obtenir cette somme, Fabian a dû accepter un taux d'intérêt de 20%, soit 60 millions de dollars à payer tous les ans, uniquement pour rembourser les intérêts. Malgré l'explosion de l'entreprise, il n'arrivera qu'à tenir 3 ans avant de se faire emprisonner. Ah non, il s'est pas fait emprisonner parce qu'il a eu un défaut de paiement, il a simplement fait du blanchiment d'argent et de la fraude fiscale dans le plus grand des calmes. Car oui, dans cette industrie, les sociétés écrans pullulent, souvent cachées dans des paradis fiscaux. En résumé, c'est une entreprise fictive pour dissimuler l'identité des véritables propriétaires et faciliter le blanchiment d'argent. C'est comme ça qu'il va être forcé de vendre MindGeek en 2013 pour la somme désastreuse de 77 millions de dollars. Alors je dis désastreuse car il avait acheté PH à l'époque pour près du double. Et là, il vend une entreprise qui a explosé en croissance et qui comporte non seulement PH, mais aussi tous les autres sites les plus utilisés de l'époque. En gros, Ferras Anton et David Tassilo qui rachètent la maison mère ont littéralement touché le jackpot, car elle est valorisée actuellement à plus de 1,5 milliard de dollars. Non seulement ils n'ont qu'à récupérer l'argent de la poule aux œufs d'or, mais en plus la majorité des choses sont déjà mises en place. L'entreprise brasse des centaines de millions et connaît une croissance sans limite jusqu'en 2020. Le tout porté par l'un des plus gros fléaux du 21e siècle, la sexualisation et la démocratisation du porno à grande échelle. Que ça soit avec Instagram, l'arrivée de TikTok ou encore OnlyFans, on ne peut pas nier la prolifération du contenu à caractère explicite ou sexuel. Que ça soit sur Instagram avec des filles en maillot de bain, des danses plus que provocantes sur TikTok et des personnes qui gagnent des dizaines de millions chaque année en vendant leurs photos de leur corps sur OnlyFans. Et ce fléau n'a fait qu'augmenter l'utilisation des sites pour adultes d'année en année. Mais surtout par une population très jeune qui est de plus en plus exposée à la sexualisation de la société. Déjà qu'en 2017, la première consommation de contenu X était à 14 ans, en 2024, on est passé à 10 ans en moyenne. J'ai bien dit en moyenne, ça veut dire qu'une partie en sont exposés bien avant. Évidemment, ce chiffre effrayant est principalement à cause des téléphones dans la main des enfants de plus en plus jeunes et d'un contrôle parental inexistant ou très simple à contourner. En France, on estime que chaque mois, 2,3 millions de mineurs consomment régulièrement du contenu pour adultes. Et c'est d'autant plus inquiétant d'imaginer ce chiffre exploser à l'avenir et donner dans les mains de MindGeek un pouvoir de manipulation immense sur les jeunes. En attendant, l'industrie du X pèse 182 milliards et devrait croître de 50% d'ici 2032. Mais après des années d'ascension fulgurante où PH s'est imposé comme le nouveau roi, un événement va venir tout remettre en question. Personne ne s'attendait à ce que le géant intouchable soit sur le point de s'effondrer à cause d'un seul article. Au départ, ce sont quelques signalements isolés qui émergent, des témoignages troublants relayés discrètement sur les réseaux sociaux. Puis les preuves s'accumulent, des enquêtes indépendantes mettent en lumière des faits de plus en plus accablants. Jusqu'au jour où une bombe est lâchée dans l'un des plus gros journaux du monde. On est le 4 décembre 2020 quand le New York Times titre en première page The Children of Pornhub. Cet article révèle la présence de centaines de vidéos montrant des abus sexuels sur mineurs et des victimes directes du trafic sexuel, exposant au grand jour l'ampleur du scandale. Et ce manque de modération va venir réveiller un nouvel antagoniste redoutable animé par une soif de vengeance et de justice. Par simple conviction personnelle, il est prêt à tout pour détruire le géant du X. Cette personne, c'est Bill Ackman, le gérant d'un fonds d'investissement qui pèse des milliards et qui va être choqué lors de sa lecture de l'article du Times. Il est d'autant plus choqué qu'il a une fille et il n'ose imaginer la détresse de ces personnes qui subissent de plein fouet les conséquences du mastodonte de l'industrie. Sauf que Bill ne peut pas faire grand-chose contre le site pour le faire tomber. En tout cas, pas en l'attaquant directement. Mais heureusement pour lui, il est très connu dans le monde des affaires. Et pour te dire à quel point sa renommée est puissante, quand il rentre au capital d'entreprises comme Netflix, Universal ou encore Target, c'est à coût de milliards. Donc autant te dire qu'il connaît un paquet de monde. Alors il se dit tout simplement que la meilleure stratégie est de tuer les moyens de paiement de PH. Après tout, si la plateforme ne peut plus recevoir d'argent, elle va forcément mourir. Dans la foulée, Bill sort son téléphone, fait défiler ses contacts, et entre Elon Musk et Obama, il tombe sur Ajay Benga. Alors si tu ne le connais pas, à ce moment-là, c'est le PDG de Mastercard. Soit l'entreprise qui gère environ 40% des cartes bancaires à travers le monde, dont certainement la tienne. Il décide à ce moment-là de lui envoyer une simple phrase. Est-ce que tu peux supprimer Pornhub de tes clients? 5 minutes plus tard, Ajay lui répond. Il représente presque rien de notre chiffre d'affaires, je te fais ça tout de suite.
Et Bill, il connaît très bien l'industrie. Il sait très bien que si Mastercard se retire de la plateforme, tous les autres services vont être obligés de suivre, sous peine d'être associés à l'affaire et de soutenir un business criminel. C'est comme ça que dans la foulée, Visa, Mastercard et même PayPal ont décidé de ne plus travailler avec PH. L'entreprise a tellement flippé qu'en 24 heures, ils ont supprimé 10 millions de vidéos qui n'étaient pas certifiées, soit 80% de leur contenu. Mais le mal est déjà fait, et une pétition signée par plus de 2 millions de personnes pour fermer le site tourne en ligne. En l'espace d'un an, ils ont perdu près de 40% de leurs revenus, et les utilisateurs fondent comme neige au soleil. Malgré la panique, une excellente nouvelle arrive pour le site avec un confinement mondial. Tout comme Netflix qui a vu ses abonnés monter en flèche, les sites de contenu pour adultes ont connu une explosion de la demande. Les gens se sentant déprimés, la solitude commençant à les envahir, il fallait bien trouver un exutoire pour penser à autre chose. C'est tellement bénéfique que PH va devenir le site le plus consulté au monde, avec la France en deuxième utilisateur derrière les États-Unis. Dis-toi que la consommation de porno pendant le confinement est tellement forte que le gouvernement français a demandé à Pornhub et YouPorn de diminuer leur qualité de contenu par défaut à 480p pour soulager le réseau. Alors là, franchement, bravo, on peut clouer le bec au monde entier qui disait que les Français ne branlaient rien. C'est comme ça qu'ils vont augmenter leur revenu de 25% pendant cette période, décupler le nombre d'utilisateurs et offrir leur offre premium à un maximum de personnes. Et la stratégie marche. Depuis 2020, on estime que les membres de l'abonnement ont augmenté de 40%. Mais malheureusement, la réputation du site a continué d'être impactée. Et devant d'autres scandales, les fondateurs décident de revendre MindGeek à un fonds d'investissement, Ethical Capital Partner. Bon, le nom est assez ironique, sachant que le fonds n'a investi que dans MindGeek. D'ailleurs, l'entreprise a tellement été sujette à de controverses qu'ils ont décidé de changer le nom en 2023 pour Ailo, comme ça en 2 secondes, ils n'avaient plus rien à voir avec ça. Pas bête. Je te rassure, ça ne les empêche pas de brasser actuellement plus de 500 millions tous les ans, avec des marges monstrueuses supérieures à 30%. Pour te donner une idée, les marges de Netflix sont de 21% seulement. Mais derrière tout cet argent se cache un modèle pensé pour exploiter nos instincts les plus primaires. Puis finalement, PH n'a jamais vendu de contenu, il a vendu une dépendance. Et tant que cette addiction existera, leur empire ne disparaîtra jamais.